Bonsoir mes chers amis, c'est le docteur Watson qui vous parle. Un matin de mai 1883, mon ami Sherlock Holmes et moi, nous montions l'escalier qui menait au premier étage d'une école, située en pleine campagne, à 30 km au nord de Londres, l'école du Prieuré. L'appartement du directeur est, m'a-t-on dit, au fond du premier couloir. Ah, tenez, voilà, c'est écrit sur la porte, là, monsieur le directeur. Sonnant. Bonjour, madame. Je voudrais voir monsieur le directeur. Vous êtes peut-être monsieur Sherlock Holmes? Oui, madame. Oh, Dieu soit loué. Venez, messieurs. Mon mari est dans sa chambre. John, voici monsieur Sherlock Holmes. Oh, monsieur Holmes, votre présence me rend la vie. Vous êtes souffrant? Ou souffrant, je ne sais pas encore, mais en tout cas effondré, annihilé. Voici mon ami et collaborateur, le docteur Watson. Voulez-vous qu'il vous examine? Non, je vous remercie. Pourtant, John, vous avez le cœur si faible. Madame, après un coup pareil. Mais ce n'est pas le moment de me laisser aller. Vous êtes ici, monsieur Holmes, c'est l'essentiel. Et tous mes espoirs sont en vous. Asseyez-vous, messieurs. Merci. On nous a apporté votre dépêche ce matin à 8h30. Nous avons sauté dans le train et nous voici. Si vous voulez bien nous expliquer de quoi il s'agit. Rosie, préparez donc une tasse de thé à ces messieurs pendant que je leur raconte mes malheurs. Oui, John, tout de suite. J'ai tout lieu de croire, messieurs, que vous connaissez mon école de réputation. Certainement. Je m'appelle John Huxtable. Entre autres titres, licencié ès-lettres et docteur en philosophie. Et je suis l'auteur d'un ouvrage auquel on veut bien reconnaître quelques qualités. Aperçu de John Huxtable sur Horace, n'est-ce pas? Vous connaissez mon livre? Sa lecture m'a procuré, il y a quelques années, un plaisir fort délicat. Vous m'en voyez très fier, monsieur Holmes. J'ai fondé cet établissement il y a une dizaine d'années. Son but est de préparer les jeunes garçons aux grandes écoles et je ne crains pas d'affirmer qu'aujourd'hui, le Prieuré est l'institution la plus distinguée de toute l'Angleterre. J'ai ici la fine fleur de la jeunesse aristocratique, par exemple les fils de Lord Leverstock, du comte de Blackwater, et tant d'autres. Mais c'est il y a 3 semaines que j'ai senti que le Prieuré atteignait son apogée, quand j'ai reçu la visite du secrétaire particulier de monsieur le duc de Holderness. Le Premier ministre? Oui, messieurs, monsieur le duc de Holderness, le chevalier de l'ordre de la Jarretière, conseiller privé de la reine, fortune considérable, plusieurs châteaux, dont Holderness Hall, qui se trouve à quelques kilomètres d'ici. Bref, un des hommes les plus éminents du royaume. Merci, Rosie. Tenez, servez-vous, monsieur. Merci. Là. Là. Vous pensez, si l'on introduisit tout de suite le secrétaire de monsieur le duc dans mon bureau, et ce gentleman m'informa que son maître désirait me confier son fils unique et seul héritier, Lord Saltire, âgé de 10 ans. 2 jours plus tard, l'enfant nous arrivait. C'était un charmant garçonnet qui nous donna que des satisfactions. Entre nous, il n'était pas très heureux chez lui. La vie conjugale du duc n'avait pas été de tout repos. Et à la suite d'une séparation à l'amiable, la duchesse était allée s'établir dans le midi de la France. Mais l'enfant, qui sans nul doute avait une préférence marquée pour sa mère, supporta mal son absence. Il sombra dans une mélancolie telle que son père décida de le mettre au Prieuré. Et je dois dire qu'au bout de 2 semaines, l'enfant retrouvait toute sa gaieté. Hier encore, il me disait qu'il se sentait très heureux parmi nous. Or, ce matin, le réveil a lieu à 7h moins le quart et ma femme fait le tour des dortoirs pour s'assurer que nos petits ne manquent de rien. La voilà qui entre affolée dans ma chambre. John, levez-vous vite. Quoi? Qu'y a-t-il? Le petit Lord Saltire a disparu. Qu'est-ce que vous dites? Il a disparu. Son lit est défait, mais ses vêtements n'y sont plus. Et sa fenêtre est ouverte. C'est par là qu'il a dû s'échapper. Allons donc, Rosie, vous êtes folle. Il est sorti faire un tour, probablement. Vous savez bien que pour sortir, il est obligé de passer par la chambre de Jack et Peter. Jacques a souffert d'une indigestion toute la nuit. Ça lui apprendra à se bourrer de chocolat.
Il n'a pour ainsi dire pas dormi et il est catégorique. Le petit Lord n'a pas traversé sa chambre. J'ai aussitôt donné l'alerte. J'ai interrogé tous les enfants, professeurs et domestiques, et c'est à ce moment-là que nous avons fait une seconde découverte. Lord Selter ne s'était pas enfui tout seul. Il était certainement accompagné du professeur d'allemand, M. Heidegger, qui lui aussi avait disparu. Qu'avez-vous pu constater en ce qui concerne cet homme? Il avait dormi dans son lit et c'est admis habillé qu'il a dû partir, car nous avons trouvé sur une chaise sa chemise et ses chaussettes. Ah. Quel genre d'homme était-ce? Assez taciturne et guère plus aimé des élèves que de ses collègues. Il était ici depuis longtemps? 2 ans. En fait, il m'a toujours donné satisfaction. Alors qu'avez-vous fait? J'ai envoyé quelqu'un au château de Holderness pour voir si l'enfant n'y serait pas retourné. Personne ne l'a vu. Et son père étant à Londres, le secrétaire a dû le prévenir immédiatement et moi, je vous ai adressé tout de suite un SOS par télégramme. Voilà, monsieur Holmes, où nous en sommes. Quelles étaient les relations de l'enfant avec ce professeur d'allemand? Il n'y en avait aucune, il n'était même pas son élève. Ah. Bizarre. Ces jours-ci, quelqu'un est-il venu voir le petit? Non, personne. Sinon, je le saurais. Nos enfants sont très surveillés. A-t-il reçu des lettres? Oui, une. De qui? De son père. Ouvrez-vous les enveloppes destinées aux élèves? Non. Alors comment savez-vous que celle-là était son père? J'ai vu les armoiries et l'adresse avait été écrite par monsieur le duc lui-même. L'enfant a-t-il reçu des lettres de France? Non, jamais. Il n'y a peut-être pas tellement lieu de s'inquiéter. Les enfants sujets à des fugues ne sont pas rares. Mais monsieur Holmes, il doit être bientôt midi. J'ai envoyé tous les domestiques de l'école battre la région. Ils sont 14. Et s'il s'agissait d'une simple fugue, on aurait déjà retrouvé ce petit. Ou si dans la matinée, il était arrivé au château, on nous l'aurait fait dire. Pensez-vous qu'il ait pu avoir plusieurs correspondants? À ma connaissance, il n'avait que son père. Lequel lui a écrit la veille de sa disparition? Curieux. Y avait-il quelque affection entre le père et le fils? Il préférait nettement sa mère. Le disait-il? Non. Alors comment le savez-vous? Par M. James Wilder, le secrétaire de M. le duc. Après la fugue, a-t-on retrouvé dans la chambre la lettre du père? Non, l'enfant l'a sûrement emporté avec lui. Entrez. Monsieur Wilder. Voici M. le duc qui arrive de Londres. Où est-il? Oh, bonjour, monsieur le duc. Je suis navré que vous soyez monté jusqu'ici. Nous pourrions aller dans mon bureau. On entre dans cette école comme dans un moulin. Où sont les domestiques? Mais, votre grâce, à la recherche de votre fils. Vous avez prévenu la police? Non, votre grâce, je ne voulais le faire que si vous m'y autorisiez. Ah, tant mieux, car à aucun prix, M. le duc ne veut que le public soit au courant de cette affaire. Qui sont ces messieurs? Monsieur Sherlock Holmes et le docteur Watson. Qui les a convoqués? Moi, monsieur le duc. Vous auriez pu d'abord me demander mon avis. Mais votre grâce, si cela vous déplaît, monsieur Holmes, va reprendre le premier train. Je regrette, mais je ne fais pas partie de votre personnel, que je sache. Et puis l'air de ce pays me plaît infiniment, je compte y rester le temps qui me conviendra. Excusez, monsieur Holmes. Et permettez-moi de vous serrer la main. Mon ami, le docteur Watson. Docteur. Pendant votre séjour ici, j'espère que vous voudrez bien habiter au château, messieurs. Je vous remercie, mais je préfère rester sur les lieux de l'enquête. Comme vous voudrez. Bien entendu, mon secrétaire et moi vous fournirons tous les renseignements dont vous pourriez avoir besoin. Dans ce cas, je voudrais aborder tout de suite un sujet délicat. Pensez-vous que la duchesse, soit de près ou de loin, mêlée à cette affaire? Non, je ne crois pas. Autre hypothèse. Votre fils peut avoir été kidnappé en vue d'une rançon. Avez-vous déjà été pressenti à ce sujet? Non. Troisième point, la lettre que votre fils a reçue de vous contenait-elle quelque chose l'incitant à quitter l'école? Naturellement, non. Avez-vous mis cette lettre à la poste vous-même? Je n'ai pas l'habitude de poster mon courrier, monsieur. C'est monsieur Wilder qui se charge de cette besogne. Enfin, monsieur le duc, si nous ne découvrons pas ici en Grande-Bretagne la clé du mystère, vous estimerez bon, je pense, qu'une enquête soit faite dans le midi de la France. Encore une fois, je ne crois pas la duchesse capable d'avoir organisé un rapt d'enfants. Qui sait? Elle a pu trouver une aide auprès de cet Allemand. Et l'amour maternel porte parfois des actes désespérés. Si vous le jugez nécessaire, vous irez en France, monsieur Holmes. Il ne faut rien négliger, je le sais bien. D'ailleurs, dès maintenant, sachez que je remettrai en récompense un chèque de 5000 livres à la personne qui retrouvera mon fils. Quand le duc et son secrétaire furent partis, Sherlock Holmes alla examiner la chambre de l'enfant. Elle était au premier étage, et là, il acquit la certitude que le petit n'avait pu s'échapper que par la fenêtre.
Sur l'herbe frais tondue, il releva des empreintes de pieds. Même constatation en ce qui concernait le professeur d'allemand, logé au même étage. Le lierre était même arraché en plusieurs endroits. Puis Sherlock Holmes nous quitta et nous ne le revîmes que vers 3 heures de l'après-midi. Je n'ai pas tout à fait perdu mon temps. Vous avez du nouveau? Oui, Dites vite, monsieur Holmes. j'ai trouvé cette casquette dans un champ. Pensez-vous qu'elle appartienne au petit lord? Mais oui, c'est la sienne, n'est-ce pas, Rosie? En tweed, avec une doublure de soie écossaise, mais bien sûr. Vos élèves ne portent pas d'uniforme? Si, mais celui de Lord Saltaire n'a pas été livré. Il mettait donc encore les vêtements qu'il portait dans sa famille. Où avez-vous trouvé cette casquette? Dans les champs, derrière l'école. Il ne serait donc pas parti par la route? C'est la première chose que j'ai essayé de savoir. À 200 mètres de l'entrée de l'établissement, il y a un carrefour de route où, m'a-t-on dit, se tient un policeman en permanence jour et nuit. Je suis allé voir celui qui était de service cette nuit, et il m'a affirmé qu'à aucun moment n'est sorti de l'école un enfant accompagné d'une grande personne. Alors j'ai acheté cette carte des environs. Regardez, Watson. Oui. Ce carré noir au bord de la route, c'est l'école, n'est-ce pas? Oui. Et vous voyez que derrière s'étend une lande immense et vallonnée, avec quelques champs cultivés, un petit bois, quelques maisons, une auberge, et à environ 6 kilomètres, vous voyez, le château de Holderness. C'est dans cette lande que vous avez trouvé la casquette? Oui. L'enfant a peut-être voulu regagner le château par la lande. Mais personne ne l'a vu. Et puis que vient faire le professeur d'allemand dans cette affaire? À ce propos, je dois vous dire que j'ai fait une seconde découverte. Ah, quoi donc? La bicyclette du professeur Heidegger n'est plus dans le garage. Alors ce serait un bicyclette qui aurait kidnappé le petit Lord? Oh, vous voyez cet Allemand roulant sur 2 roues avec un enfant de 10 ans sur les bras. Mais vous avez raison, ça n'est guère possible. Alors, Watson et moi, nous allons inspecter la lande et tâcher de trouver des empreintes. Pour le moment, je ne vois rien d'autre à faire. bien. Allez, messieurs, Dieu vous aide. Arrivé sur la lande, Sherlock Holmes se mit à la parcourir à grands pas, les yeux fixés sur le sol et les narines dilatées, tel un chien de chasse sur une piste fraîche. Le terrain était assez vallonné. Sur les hauteurs, la terre demeurait très sèche, tandis que dans les creux, on voyait nettement que des vaches avaient piétiné le sol boueux. Soudain, Sherlock Holmes m'appela, les yeux fixés sur un sentier. Watson, venez vite. Vous avez trouvé une empreinte? Regardez. Ah, ce sont, des marques de pneus de bicyclette? Oui? La bicyclette du professeur d'allemand. Non. À quoi voyez-vous ça? J'ai su par le professeur de maths que la machine de Heidegger était équipée avec des pneus Palmer, dont les moulures forment des raies longitudinales. Or, comme vous pouvez le voir, celle qui est passée sur ce chemin avait des pneus Victory, puisque les moulures dessinent des chevrons en forme de V. Ce n'est donc pas la bicyclette de Heidegger. De plus, je constate qu'en passant ici, ce vélo s'éloignait de l'école, en direction des maisons qui se trouvent là-bas, au milieu de la lande. C'est une chose, je vous admire. C'est pourtant facile, Watson. Regardez. Vous voyez l'empreinte la plus profonde est celle de la roue arrière, n'est-ce pas? Puisqu'elle supporte le poids du cycliste. Or, à certains endroits, vous voyez par ici, Oui. l'empreinte la plus profonde est passée par-dessus l'empreinte la plus légère. Et l'a presque effacée. Mais l'effet pourrait être le même si la bicyclette avait roulé dans la direction opposée. Ah non, car le sens des chevrons vient confirmer ma thèse. Les pneus Victory se montent toujours de façon que l'ouverture des V formée par les chevrons soit tournée vers l'avant. Oui. Il se peut d'ailleurs que cette découverte soit sans rapport avec notre affaire. Eh bien, pour le savoir, continuons à remonter cette piste. Venez, Watson. Bientôt, nous perdions les traces de la bicyclette en haut d'un vallon. Nous les retrouvâmes plus bas dans un creux, mais les sabots des vaches les avaient presque effacés. Et, à partir de là, plus rien. Ce ne fut qu'au bout d'une heure de recherche que Sherlock Holmes poussa un cri de triomphe. Watson, la bicyclette du professeur est passée par ici. Il y a la marque de ses pneus? Venez voir. Regardez ces lignes longitudinales. Suivons le sentier. Vous voyez ici. Ici, il a forcé l'allure.
car la roue avant est aussi profondément marquée que la roue arrière. Le cycliste a pesé de tout son poids sur le guidon comme un coureur qui sprinte. Tiens, il est tombé. Voyez ces traces de pas? Ah oui. Un dérapage? Non, Watson, non. C'est beaucoup plus grave. Car voilà des traces de sang caillé. Vous croyez? Venez, vérifiez vous-même. Oui. En effet, c'est du sang. Ah, regardez. Il s'est relevé, il est remonté, et il est reparti. Et à part celle des pneus, il n'y a pas d'autres traces, sauf des pieds de bétail. Ouf, il n'a tout de même pas été attaqué par un taureau. Nos recherches allaient bientôt aboutir. Les empreintes de pneus commencèrent bientôt à dessiner des courbes extravagantes sur le sentier humide. Tout à coup, j'aperçus le miroitement d'un métal à travers un buisson. Nous en tirâmes une bicyclette à pneus Palmer. Elle avait une pédale faussée et le cadre était maculé de sang. De l'autre côté du buisson, un soulier dépassait. Nous nous précipitâmes. Le malheureux cycliste gisait là. Un coup terrible lui avait défoncé le crâne. Qu'il eût pu remonter sur son vélo après une pareille blessure en disait long sur sa vitalité et son courage. Il n'avait pas de chaussettes et portait encore une chemise de nuit sous sa veste dans laquelle nous trouvâmes des notes en allemand. Aucun doute, c'était le cadavre du professeur. Il faut immédiatement prévenir le prieuré et le château. Je vais y aller. Non, j'ai besoin de vous. Voyez là-bas, il y a un jeune garçon qui extrait de la tourbe. Donnez-lui un peu d'argent qu'il file au prieuré tout de suite. Le directeur se chargera de prévenir le château. Allez vite, s'il vous plaît. Le jeune homme accepta de faire la commission et il partit en courant vers l'école du prieuré. Je revins auprès de Sherlock Holmes. Voyez-vous, Watson, il n'y a plus aucun doute, l'enfant est parti de son plein gré. Il savait ce qu'il allait faire, puisqu'il était tout habillé. Par contre, Heidegger, lui, est sorti sans ses chaussettes et avec sa chemise de nuit, signe qu'il a agi très vite. Mais pourquoi? Parce que de la fenêtre de sa chambre, il a vu l'enfant qui s'en allait. Pour ne pas le perdre de vue, il est descendu en s'accrochant aux lierres, il a sauté sur sa bicyclette et il l'a poursuivi. C'est donc que le petit était lui-même à bicyclette. C'est possible. Il disposait en tout cas d'un moyen de fuite rapide, puisque ce n'est qu'à 8 kilomètres du prieuré qu'il a été rejoint par le professeur. C'est tout de même pas l'enfant qui l'a tué. Non, mais cela prouve qu'il était accompagné par un homme extrêmement vigoureux, à en juger par le coup terrible qui a assommé la victime. Mais écoutez, nous n'avons trouvé aucune trace de pas, uniquement des piétinements de bétail. Oui, je le sais bien. Et c'est l'un des points les plus troublants de cette affaire. Pendant des heures encore, nous cherchâmes d'autres empreintes, mais le sol durci gardait son secret. Vers 8 heures du soir, enfin, Sherlock Holmes découvrit des traces de pneus à chevrons. C'était de nouveau la piste de la première bicyclette. Elle nous mena tout droit à une auberge assez pauvre, au bord d'une route qui, d'après la carte, menait d'un côté au château de Holderness et de l'autre vers Londres. Un bon géant fumait sa pipe sous une enseigne représentant un coq. Bonsoir, patron. Peut-on avoir quelque chose à manger? Mais certainement. Entrez, messieurs. Tenez, à cette petite table, vous serez plus tranquille. Merci. Donnez-nous de la bière et une omelette, c'est possible? Oui, tout ce qu'il y a de possible. Marie. Oui? Une omelette pour deux. D'accord. Quel genre de bière? Pale Ale, Stout? Stout. Rien de plus facile. Salut, Alex. Salut, Jackie. Ouais. Salut, Tommy. Ouais. Vous permettez, messieurs. Faites donc. Alors, Jackie. Comment? La femme, ça va mieux? Watson, cette porte que vous voyez là doit donner sur une petite cour derrière. Vite, venez. Il m'entraîna dans une cour sordide où il y avait un cabriolet dételé près d'une écurie dans laquelle se trouvaient une forge et un cheval étique. Sherlock Holmes y entra, leva un des pieds du cheval, l'examina rapidement et le reposa un éclair de triomphe dans le regard. Vous cherchez quelque chose, messieurs?
Je me suis permis de regarder si vous aviez des bicyclettes à louer, car nous sommes très fatigués. Nous avons encore 4 kilomètres à faire. Je suis désolé, mais ici, il n'y a pas de bicyclette. Ah, tant pis. Votre omelette est prête, messieurs. Allons-y. Pourquoi avez-vous regardé le pied de ce cheval? Pour voir. Ah ouais? Qu'est-ce que vous avez vu? Il porte de vieux fers, mais les clous sont tout neufs. Et alors? Rien. Je sentais que pour le moment, Sherlock Holmes n'était pas disposé à parler. Dans ce cas-là, il valait mieux ne pas insister. Nous mangeâmes d'excellent appétit et nous partîmes dans la nuit sous un magnifique clair de lune. Mon cher, j'ai l'impression que dans cette auberge, nous brûlions, comme disent les enfants quand ils jouent à cache-tampon. Mais au fur et à mesure que nous nous éloignons, nous refroidissons, j'en suis sûr. Tenez, au bord de la route, il y a un fossé. Cachons-nous et observons. Je serais bien étonné si sous peu, il n'y avait pas du nouveau. Sherlock Holmes avait raison. Du fond de notre fossé, au bout d'un quart d'heure d'attente, nous vîmes soudain un cycliste arriver à toute vitesse. Il avait la figure bouleversée. Il appuya sa bicyclette contre le mur et entra dans l'auberge. C'est James Wilder. Le secrétaire du duc. Oui. Qu'est-ce qu'il vient faire dans un endroit pareil? Tant pis, je prends un risque. Sherlock Holmes bondit hors du fossé. Il traversa la route, s'approcha de la machine et, grattant une allumette, il examina les pneus. Puis il s'enfuit en courant le long de la route. Sur un signe de lui, je le rattrapai. La bicyclette de James Wilder a des pneus Victory à chevrons. Quoi? Vous croyez que c'est lui l'assassin? Non, mais l'instigateur du crime. Ce n'est pas cette brute d'aubergiste qui aurait eu l'idée de ferrer ainsi le cheval. Que voulez-vous dire? Chut, venez. Il m'entraîna sur une élévation de terrain d'où nous pouvions admirablement observer l'auberge. Et de là, nous vîmes que quelqu'un était en train d'allumer les 2 lanternes du cabriolet. Dans le silence de la nuit, nous l'entendions fort bien sortir le cheval de l'écurie et l'atteler. Voilà qui ressemble joliment à une fuite. Vous avez votre revolver, Watson? Oui, pourquoi? C'est sûrement vers Londres qu'il va fuir. Courons. À 500 mètres de l'auberge, nous attendrons la voiture et nous l'arrêterons par n'importe quel moyen. Vous voulez arrêter le secrétaire? Si vous croyez que c'est lui qui va s'enfuir, erreur, mon cher. Mais alors qui? Vous ne devinez pas? Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Mais enfin, écoutez... Courons! Alors, courons. Dites donc, Watson, nous sommes encore en pleine forme. Nous ne sommes pas si vieux que ça. Vite, cachons-nous dans ce fossé. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Armez votre revolver. Bien. Je sauterai à la tête du cheval, et vous tiendrez le type en respect. S'il se sauve, ne tirez pas, mais assommez-le. C'est lui, l'assassin du professeur d'allemand. Notre attente ne dura pas plus de 5 minutes, mais elle nous parut un siècle. L'oreille dressée et tous les nerfs tendus, nous guettions le moindre bruit. Tout à coup, Sherlock Holmes me serra le bras. Écoutez, vous entendez la voiture? Oui. Prêt? Prêt. À l'attaque! Allez, vous là! Descendez! On les mains! Non, allez! Il arrive! Il a son compte. Il y a une corde dans la voiture. Vite, Watson, attachons-le. Oui, voilà. Tiens! Mais dites-moi, mais c'est l'aubergiste. Vous ne vous en doutiez pas? Attention, il revient à lui. Parfait. Maintenant, tu vas nous dire où est le petit. Je sais pas. Si je te le demande, c'est pour gagner du temps. Tu penses bien qu'on finira par le retrouver. Alors montre un peu ta bonne volonté, nous t'en tiendrons compte. Il y a l'auberge. Dans une chambre? Ouais. Watson, surveillez-le. Soyez tranquille, il est bien attaché. Moi, je conduis. Allez, hop!
Sherlock Holmes arrêta le cheval à 50 mètres de l'auberge et me laissa dans la voiture pour garder le prisonnier. Puis il courut à la porte qui découpait au loin sur la route un rectangle de lumière, et j'attendis. Il ressortit un quart d'heure plus tard en tenant par la main un jeune garçon effaré. Il le fit monter dans le cabriolet, puis fouetta le cheval qui nous conduisit à bride abattue au château de Holderness. À la vue de son fils, le duc ne manifesta aucune émotion. Mais je sais lire dans les regards et je ne pus m'empêcher d'admirer ce que peut la pudeur britannique chez un grand seigneur. Puis, après avoir confié l'enfant à une gouvernante, il nous fit entrer dans son bureau. Asseyez-vous, messieurs. Merci. J'aimerais que M. Wilder, votre secrétaire, assiste à notre entretien. Bien naturellement. James, venez. Je ne voudrais pas être indiscret. Du tout. Asseyez-vous donc. Où avez-vous trouvé mon fils, Monsieur Holmes? Dites vite. Enfermé dans une chambre de l'auberge du Coq. Chez Hayes, ce bandit. Je l'ai eu autrefois comme cocher, Monsieur Holmes. C'est la plus belle crapule que je connaisse. Je l'ai moi-même jeté dehors pour vol et violence. Et c'est certainement par vengeance qu'il a organisé ce rapt. Organisé, non. Non, je ne le crois pas assez intelligent. Ce Hayes n'a été qu'un instrument. Et vous connaissez le chef? Oui. Mais qui est-ce? Demandez à M. Wilder. Moi? Comment voulez-vous que je le sache? Parce que le chef, M. Wilder, c'est vous. Je vous interdis. Et moi, je vous accuse d'avoir entièrement organisé le kidnapping du fils de Lord Holderness. Vous êtes fou. C'est vous qui avez fait sortir le petit lord du prieuré ce matin à 5h30. C'est faux. Non. Et je vais vous le prouver. Je voudrais bien voir ça. Regardez ce papier. C'est bien votre écriture. C'est bien l'écriture de votre secrétaire, n'est-ce pas, monsieur le duc? Oui. Et lisez vous-même ce qu'a osé écrire cet individu. Votre chère maman vous attendra aux environs de l'école du prieuré demain matin à 6h. Descendez en grand secret de votre chambre à 5h30. Vous me trouverez à la petite porte au fond du parc. Je vous présenterai à un homme qui sera à cheval. Il vous emmènera là où est votre mère. Elle a tellement hâte de vous revoir. À demain matin, détruisez ce papier. Signé James. Malheureusement, le petit lord n'a pas détruit ce papier. Et me l'a remis tout à l'heure. Ainsi, c'est vous, James, qui avez attiré ce pauvre enfant dans un guet-apens. J'étais fou. Je vous demande pardon. Il avait glissé cette perfidie dans l'enveloppe qui contenait votre propre lettre, monsieur le duc. Il est allé à bicyclette attendre l'enfant à la porte du parc. Il l'a présenté à Hayes. Puis il a filé directement à l'auberge attendre l'arrivée du petit prisonnier. Mais de sa fenêtre, le professeur d'allemand avait assisté à la fuite. Alors ce brave homme a sauté sur sa bicyclette et a poursuivi le ravisseur qui avait pris l'enfant en croupe. Ce n'est qu'après une course de 8 kilomètres qu'il a pu le rejoindre. Et Hayes l'a assommé d'un tel coup de matraque qu'il lui a défoncé le crâne. Quoi? Le professeur d'allemand est mort? Vous ne le saviez pas? Non. Pourtant, un paysan est allé au prieuré et le directeur a certainement envoyé quelqu'un ici pour vous apprendre la découverte du cadavre. Je n'ai vu personne. C'est sans doute M. Wilder qui a reçu le messager. Oui. Et cette mort non prévue au programme vous a épouvanté, n'est-ce pas? Oui, parce que ça, je ne l'ai pas voulu, je le jure. Je vous crois volontiers. Bref, vous n'avez rien dit à votre maître, et vous avez couru à bicyclette jusqu'à l'auberge pour prévenir Hayes de la découverte du corps. Il ne vous avait rien dit de cet assassinat, n'est-ce pas? Non. Et ce crime vous faisait horreur, cela se voyait si bien sur votre visage. Comment? Vous m'avez vu, mais où étiez-vous? Dans le fossé, face à l'auberge. Vous avez laissé votre machine contre le mur, et j'ai bondi pour examiner vos pneus. C'étaient des Victory avec les mêmes chevrons que ceux dont j'avais relevé l'empreinte dans la lande près de l'école et devant l'auberge. N'ayant trouvé aucune de ces empreintes sur le lieu du crime, j'étais effectivement certain que ce crime, vous l'ignoriez. Alors Hayes s'est enfui dans son cabriolet, et le docteur Watson et moi, nous l'avons arrêté. Vous l'avez arrêté? Oui. Où est-il? Dans la voiture qui nous a amenés ici. Oh, mais soyez tranquille, monsieur le duc, il est lié de telle façon qu'il ne peut pas s'échapper. Je suis plein d'admiration, monsieur Holmes. Mais comment avez-vous pu voir clair dans toute cette affaire? D'abord, les empreintes des pneus du professeur m'ont tout naturellement mené à son cadavre. Puis j'ai trouvé d'autres traces de pneus près du prieuré et devant l'auberge. Des Victory à chevrons. Il était fort possible que ce fussent les empreintes de la même bicyclette, mais ce n'était pas certain.
C'est l'examen des pneus de Wilder qui me l'a confirmé. Je suis entré dans l'auberge. Là, je n'ai pas trouvé de bicyclette, mais une autre indication fort précieuse, le cheval qui était dans l'écurie portait de vieux fers fixés par des clous neufs. C'était donc bien ce que je pensais. Quoi donc? Je n'avais trouvé sur le sol que des empreintes de sabots de vache. Aucune trace de pas d'homme. Sauf celle du professeur, là où il avait été assassiné. Qui donc avait pu le tuer? Or, un fait m'intriguait. À 10 kilomètres à la ronde, il n'y avait aucun bétail. C'est alors que j'ai pensé que l'assassin était à cheval et que son cheval portait les fers que l'on met aux vaches. C'est une ruse de guerre assez peu connue qui remonte à des temps très anciens. Si ma supposition était juste, tout s'expliquait. L'examen d'un pied du cheval suffit à m'indiquer que je ne me trompais pas. Et le petit Lord m'a confirmé tout à l'heure que c'était bien Hayes qui avait assassiné sous ses yeux le professeur d'allemand. Mais cela, je ne l'ai pas voulu, je le jure. En tout cas, vous vouliez kidnapper le fils de Lord Holderness pour en tirer une rançon, n'est-ce pas? De cela, je suis sûr. Par contre, Monsieur Holmes, James n'a pas l'âme d'un assassin, et je vous demande instamment de ne pas le livrer à la justice. Vous m'étonnez, Monsieur le Duc. Pourquoi une telle mansuétude? Parce que James est mon fils. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes un homme d'honneur, Monsieur Holmes, et vous aussi, Dr. Watson. C'est pourquoi, à vous deux, je ne cacherai rien. Sortez, James. Quand j'étais jeune, messieurs, j'ai aimé une femme, d'un amour qu'on n'éprouve qu'une seule fois dans sa vie. Je lui ai offert le mariage, mais elle a refusé, afin de ne pas compromettre ma carrière. Elle est morte en me laissant un enfant, James. Je ne pouvais pas le reconnaître, mais je lui ai fait donner la meilleure éducation, et quand il a été en âge de travailler, je l'ai pris avec moi. Je m'étais marié, et j'ai eu un fils, Lord Saltaire. Or, un jour, James a appris que j'étais son père. Alors, il a émis la prétention que je déshérite le petit Lord en sa faveur. Il y a eu entre nous des discussions atroces. Et vous l'avez gardé sous votre toit? Je n'ai jamais rien voulu faire contre lui, car dans ses traits, messieurs, je retrouve sa mère. Et ce souvenir, hélas, le garantira toujours contre mes sévérités. Voilà pourquoi il a kidnappé son demi-frère pour me faire chanter. Et pourquoi je vous demande, Monsieur Holmes, de ne pas le livrer à la justice. En fait, il n'a pas tué. Il n'a pris aucune part à ce crime, n'en parlons plus. Quant au rapt, vous en resterez devant Dieu le seul juge. Je vous remercie. Ah, et maintenant, permettez-moi, Monsieur Holmes, de vous remettre le chèque que j'avais promis à celui qui me rendrait mon fils. Merci, je ne le refuse pas, Monsieur le Duc, car moi, je ne suis pas riche. Une dernière question. Ce Hayes avait ferré son cheval avec des fers de vache. Pensez-vous que ce soit James Wilder qui lui ait suggéré une ruse aussi subtile? Le duc réfléchit une seconde et nous emmena dans une grande pièce qui était un musée. Il ouvrit une vitrine. Ces fers, messieurs, ont été extraits des douves de Holderness Hall. Ils étaient faits pour des chevaux, mais comme vous le voyez, par en dessous, ils ont la forme d'un pied fourchu. Oui, c'est ainsi qu'au Moyen-Âge, les barons pillards de Holderness dépistaient leurs poursuivants. Sherlock Holmes saisit un des fers et y passa son doigt mouillé. Une trace de boue récente y demeura.